Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, numéro 182 du menu crowdfunding, et il fait chaud, du coup, les glaces sont de retour cette année. Voilà, on va manger une glace en direct pendant la vidéo. C'est pas classe ça? Non, c'est pas classe. Mais je m'en fous, il fait chaud, et dans mon bureau où je tourne le menu crowdfunding, j'ai pas de clim. Donc vous comprendrez aisément que si j'ai pas de boisson et de temps en temps un petit peu de glace, voilà, qui fait plaisir, j'aurais du mal à m'en sortir et à passer l'été en votre compagnie pour le menu crowdfunding. Du coup, cette semaine, on est sur un menu relativement léger, mais quand même relativement calorique, puisqu'on aura cette semaine 4 desserts. Si mes souvenirs sont bons, j'ai préparé l'entièreté du menu il y a quelques jours, donc j'ai un petit peu oublié le chapitrage, mais je crois qu'à minima 3, potentiellement même 4 desserts cette semaine, en plus de ma glace. Voilà, c'est quand même beaucoup. Bref, sans plus tarder, on y va. Je suis rentré un peu tard aujourd'hui parce qu'il y a la fête d'adieu d'une collègue qui déménage à Tokyo. Drôle d'idée. Et du coup, je suis rentré tard, il est 22 h samedi quand j'enregistre. Du coup, on va essayer de faire très très court. Je pense que je vais faire un format un petit peu plus court que d'habitude. Certainement aux alentours d'une heure, 1 h 30 grand max, mais plutôt 1 heure. Alors que pourtant il y a de la matière. Donc je vais certainement tailler un petit peu dans le vif du sujet en général. Vous me direz si ça vous va, si ça vous convient en termes de longueur sur chacun des projets. Mais oui, ça risque d'être un petit peu coupé à la serpe, hein. Ça va être très très rapide sur certains projets, en tout cas à minima sur les entrées et sur les plats principaux. Je vais aller très très vite, bourriner un petit peu pour arriver sur les desserts et prendre un petit peu plus de temps quand même. Du coup, on est parti. Premier projet de la semaine, il s'agit du retour de All Time Wrestling sur Kickstarter. All Time Wrestling, c'est un jeu de catch, vous l'aurez compris, qui a fait son apparition sur Kickstarter il y a déjà, je dirais, 3 ans environ, quelque chose comme ça. Ouais, pile poil 3 ans, mai 2022. Et à l'époque, ça avait beaucoup attiré le regard de notre très cher Xavier, qui est un grand fan de catch devant l'éternel. Je ne sais plus si c'est parce qu'il l'avait backé ou si c'est parce qu'il avait fait une VO, enfin une VF en PDF. Mais bref, on avait reçu. Non, c'est moi, je crois que j'avais fait une. Oui, je me souviens maintenant. Sur Facebook, l'auteur avait proposé sur un groupe de créateurs de contenu des boîtes à envoyer. On avait dit, bah nous, pourquoi pas, on est preneur, parce que je savais que Xavier était fan. Du coup, on l'a reçu. On a fait une partie. Et c'était sympa. Et à l'époque, Xavier m'avait dit je verrais bien ça un peu comme un Dice Throne qu'on ressortirait assez fréquemment parce que c'est rapide. Et puis je me suis dit pourquoi pas. Moi, je n'ai pas d'appétence particulière pour le catch, mais pourquoi pas. C'est vrai que c'était relativement sympa. Et puis il est jamais ressorti, en tout cas pas ensemble. Peut-être Xavier en solo, je ne sais pas s'il y a un solo d'ailleurs. Mais bref. De temps en temps, il nous pond une nouvelle campagne. On a vu qu'il y en avait 3 sur le jeu. Voici la 4e avec donc Eddie Guerrero, un célèbre catcheur, dont ils se sont octroyés les droits et qui fait donc son apparition dans l'univers étendu de All Time Wrestling. Pour l'instant, il y a 180 backers 10 jours avant la fin de la campagne. Ça s'accompagne également d'une campagne en solo, et ça peut être assez intéressant pour les fans de catch, pour les fans du personnage également, pourquoi pas. Mais en tout cas, encore un peu plus de contenu pour All Time Wrestling, qui était un jeu au demeurant relativement sympa de gestion de main, avec une gestion du timing lorsque on va sortir nos cartes, quelles cartes on va essayer de combiner pour pouvoir faire des combos destructeurs, etc. Voilà, c'était plutôt fun, pas hyper joli, mais ça va, ça fait le job. C'était relativement cool. Voilà, c'est pas un jeu que je ressortirai non plus tous les matins, clairement, mais voilà, ça fait le job. Et donc, nouveau personnage pour les fans, éventuellement, ça peut être intéressant. 180 hackers, 10 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne sur Premier Contact, la nouvelle campagne de Explorate. Donc c'est la 6e campagne tout de même sur Kickstarter. Avant ça, ils nous avaient pondu notamment The Specialist, qui avait d'abord annulé avant de financer. Mais leur jeu le plus connu à ce jour, c'est certainement Fédération, qui avait fait un joli petit succès en 2021, puis un beau succès d'estime en boutique par la suite. AI 100% Human avait moins bien marché. C'était pas vilain, mais ça n'avait pas super bien marché, je trouve. En tout cas, on n'en a pas tellement entendu parler par la suite. Mais les Lillois de Explorate reviennent avec le premier jeu de Michael Munoz. Ouais, c'est Michael Munoz, que l'on voit souvent passer d'ailleurs dans la communauté des ludistes francophones. Donc si tu passes sur le menu crowdfunding, éventuellement, bonjour à toi et bonne chance pour cette campagne, qui pour l'instant, en tout cas, on le voit, est financée avec 11 500 € d'engrangés. Donc c'est pile poil financé avec 230 contributeurs.
Et Premier Contact s'accompagne au-delà de ça d'une extension pour Fédération, c'est Federation Piracy. Et donc, pour ce qui est de Premier Contact, sur lequel on va se focaliser, il s'agit d'un jeu de 1 contre tous, c'est pour 2 à 5 joueurs pour 60 minutes la partie, vous allez soit incarner un alien fraîchement débarqué sur Terre, et l'équipe qui va partir à sa recherche. Donc en gros, il va falloir faire un petit peu un jeu du chat et de la souris, en gros. Si vous êtes l'alien, vous allez essayer de vous échapper en permanence face à l'équipe qui vous poursuit, bien évidemment. Donc une sorte de jeu de déplacement caché, en 1 contre tous, avec une DA plutôt mignonne, un peu inattendue vu la thématique, mais pourquoi pas, ça marche plutôt pas mal. C'est pas vilain. On va aussi se déplacer avec des gabarits, c'est assez original. C'est pas la première fois qu'on le voit, mais c'est plutôt cool malgré tout. Donc voilà, vous me direz ce que vous pensez de Explorate. Pour ce qui est du prix rapidement, les pledges sont ici 47 € pour l'édition Deluxe de Premier Contact et 23 pour ceux qui seraient intéressés par cette petite extension de Federation intitulée donc Piracy. C'est tout donc pour la campagne de Premier Contact. Merde, je parle trop, je mange pas assez, du coup la crème glacée commence à sortir par le bas. Du coup là je vais devoir faire une pause, une coupe, malgré tout, parce que sinon je vais avoir des gouttes qui tombent sur le pyjama. Ah, c'est pas cool, voyez-vous. Ah allez, regardez, c'est n'importe quoi, c'est ni fait ni à faire. Bref, on aborde la campagne de Blast et je fais une pause dans la foulée, Blast avec une version française, qui plus est, même si l'éditeur lui-même n'est pas spécifiquement français. Blast, il s'agit d'un jeu comment dirais-je, pas en collaboration, j'ai oublié, si c'est ça, coopération, asymétrique, ceci étant dit, avec un jeu en campagne, avec des chibi zombies assez cool. Je trouve que le jeu présente plutôt bien visuellement, même si c'est pas forcément un style qui parlera à tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Je vais devoir faire ma pause plutôt que prévu, et je continue après. Voilà, j'ai foutu sa race à ma glace. Mais bon, vous avez vu la rapidité à laquelle elle a fondu, c'est vous dire à quel point il fait chaud dans ce foutu bureau. Bref, on revient sur Blast Operation Paradox, qui est donc un jeu coopératif en campagne avec un thème un petit peu vidéo, enfin jeu vidéo on va dire, dans lequel vous allez jouer des personnages asymétriques pour des scénarios d'environ 1 heure. C'est pour 1 à 3 joueurs, c'est inspiré par des jeux classiques désormais, hein, comme XCOM, Contra ou encore Metal Slug, et c'est vrai que visuellement, ça a des vibes de Metal Slug, hein. C'est vrai que c'est plutôt choupi avec ce style un peu de choubi, qui convient plutôt pas mal, ma foi, à ce genre de jeu. Pour le reste, on aura donc des phases pas d'exploration, mais de déplacement sur des maps qui vont être modulables, bien évidemment, avec des petites grilles, on va dire, pour pouvoir tracer notre évolution. On aura bien sûr plein de hordes d'ennemis zombifiés, plus dégueulasses les uns que les autres. On aura bien sûr du matos pour aller défourailler le tout, et donc le tout disponible, je l'ai dit en français, hein. Je sais plus, je l'ai dit en introduction, j'étais en train de me battre avec ma glace, du coup j'ai oublié. Mais oui, il y aura donc bel et bien une VF pour ceux que ça intéresse. On aura donc du coop comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi du semi-coop si ça vous intéresse. C'est également jouable en semi-coopératif. Le setup est apparemment extrêmement rapide, la boîte est relativement bien fournie, il n'y aura pas beaucoup de miniatures, il y en aura une vingtaine, je crois 26, oui c'est écrit en plus noir sur blanc, non blanc sur noir, excusez-moi, 26 miniatures, pas mal de petites maps pour aller explorer différentes zones, masse de cartes bien évidemment, et puis quelques tokens par-ci par-là, ce qui fait que le jeu est pas si cher que ça, puisque vous allez voir, le Early Bird ici est à 45 €, ce qui en fait un jeu relativement abordable. En revanche, vous allez voir, il y a aussi des extensions ici. On voit Blast, la trilogie, enfin c'est pas une extension, c'est des stand-alone en réalité, avec ici, j'arrive pas, Roswell Incident et The Lost Temple. Donc ça reste dans l'univers de Blast avec toujours ce côté un petit peu DA chibi, qui est toujours très charmante. Le tout pour 115 €. Et puis sinon, on a Blast All In. Donc là, c'est Everything, Every Expansion. Donc là, c'est tous les jeux plus les extensions qui vont avec. Ce qui fait quand même un paquet de boîtes. On est à 3, 5, 7, 8. C'est ça, 8 boîtes. Au total pour 195 €. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire concernant Blast Operation Sandbox. Je vous ai dit que pour ce qui était des entrées de la semaine, j'allais très très vite. 250 backers, 40 000 € d'engrangés pour Blast Operation Paradox. On enchaîne avec le nouveau projet de Draco Ideas, 14e projet sur Kickstarter déjà. On les a connus notamment avec pas mal de wargames ou de wargames un petit peu, disons, modernes, ce qu'on appelle des wartos, on va dire, jeux de wargames sur plateau,
tels que 2GM Pacific, Frontier Wars, plus récemment avec Onius Traianus par exemple, et puis donc ils nous reviennent avec Castel Nuovo 1539, c'est pour 2 joueurs, donc on est sur de 1 contre 1, pour des parties allant de 60 à 90 minutes, et c'est pour 14 ans et plus, 300 contributeurs pour l'instant, 19 jours avant la fin de la campagne, pas de VF à l'horizon pour l'instant. En revanche, le jeu est plutôt réussi visuellement, je trouve que le plateau est plutôt cool. Après, pour le reste, on est sur du wargame, et donc vous le savez, hein, vous avez l'habitude si vous suivez le menu crowdfunding depuis quelques temps déjà, je suis absolument tout sauf un expert en Warto ou en jeu de guerre de manière générale, donc je ne vais pas m'aventurer à dire des bêtises à son sujet. Sachez juste pas que... On tourne sa langue 3 fois dans la bouche avant d'ouvrir sa tronche, Kevin, parce que je ne sais plus parler. Ça, c'est la glace me reste un petit peu au travers de la gorge. Disons que on va repartir maintenant sur le contenu avec donc un jeu qui nous propose de incarner des reconquistadors, je crois, qui vont essayer de reprendre leur territoire en Espagne face aux musulmans en 1539. En tout cas, c'est ce dont je crois me souvenir. En tout cas, je crois que c'était ça. Ouais, c'était face aux Turcs. Bref, en gros, vous aurez compris qu'il s'agit donc d'un wargame avec pour le coup un matos qui est visiblement pas dégueulasse. Bon, c'est pas magnifique non plus, mais c'est plutôt bien foutu pour le coup. Je trouve que le jeu présente plutôt pas mal, même si on retombe dans les travers, enfin ce que j'estime moi être des travers habituels des jeux de guerre, à savoir ces petites tuiles pas forcément très jolies avec des petits points de tous les côtés, etc. Je suis pas très fan, mais il trouvera certainement son public. D'ailleurs, on le voit, il a déjà 300 contributeurs. Celui-ci pour le coup me semble relativement intéressant. En plus de ça, il s'agit d'un projet suédois, donc je sais que ça parlera forcément à notre Anthony National. Ça nous vient de All or None Games, 14e projet déjà quand même, 112 contributeurs, 4600 € d'engrangés. Il est donc financé 19 jours avant la fin de la campagne, et Dicecracy a l'air d'être plutôt cool en vrai. Alors la DA ne me parle absolument pas, l'univers très cyberpunk ne me parle pas outre mesure. L'ADA vraiment c'est pas mon truc du tout, mais vous remarquerez quand même que le gameplay est relativement intéressant, et même la thématique en elle-même. L'univers me parle pas, mais la thématique un peu plus, dans le sens où on va incarner des candidats à une élection dans un monde un petit peu cyberpunk futuriste. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 90 minutes. En plus de ça, il y a une version française disponible durant la campagne. Et donc on va chacun incarner un candidat à cette élection différent, et on va avoir un pool de dés qui sera présent et qui sera disponible pour tout le monde. On va choper des dés et les mettre dans sa grille personnelle, et l'emplacement du dé en question, vous voyez sur la gauche mais également en haut des emplacements, eh bien il y a une action, voire même 2 actions qui sont attribuées à l'emplacement. Par exemple, le dé rose qui se trouve ici, vous pourrez, lorsque vous le posez, déclencher l'action qui est ici ou l'action qui est ici, et du coup vous allez pouvoir impacter, influencer vos propres dés, leur face, etc. via des actions qui bien timées peuvent déclencher des combos dans tous les sens. Ça a l'air d'être relativement sympa. Dommage que l'univers et l'ADA ne me parlent absolument pas, parce que sinon, à mon avis, ça peut être un jeu relativement cool. Un jeu d'une sorte de simili-contrôle et de timing, vraiment, il faut bien timer ses actions pour pouvoir tirer un maximum de profit des dés qui sont disponibles. Ouais, j'aime bien le concept, j'aime pas beaucoup l'exécution visuelle ou même l'univers, mais en même temps, All or None Games s'était lancé dans une sorte de série dans cet univers cyberpunk. Leur précédent projet était déjà un petit peu dans la même lignée. D'ailleurs, ils sont disponibles dans cette campagne également. Donc Dicecracy coûte 40 €. Vous pouvez prendre aussi Dice Minister qui vous donne accès à 2 de leurs autres jeux dans la même lignée en termes d'univers, à savoir Dicetopia et c'était quoi déjà, Ride the Future. Le tout pour 80 €, ou sinon Dice Alert 120 €, ça vient rajouter des extensions pour les jeux en question, pour les jeux mentionnés tout à l'heure, ou encore Dicecracy, l'espèce de all-in qui va vous faire payer 170 €. Là on commence à monter sur du pledge très conséquent, mais vous aurez énormément de matos pour 3 jeux au final. Donc celui-ci, sur le papier, j'aime bien ce qu'il semble proposer en termes de gameplay. En revanche, pas hyper convaincu par la DA et l'univers. 112 contributeurs pour Dicecracy.
Attention, celui-ci, il fait un petit peu mal aux yeux. Il s'agit de Dark Venture qui était à sa seconde impression. C'est le 4e projet de Rob Lemon qui s'est en fait lancé dans une série de Dark Venture. C'est pas forcément tous les mêmes jeux, mais en revanche, ils partagent tous le même univers et la même DA un petit peu barrée, très colorée pour le coup. La couve, je la trouve pas vilaine, même si c'est pas du tout mon style. En revanche, le jeu en lui-même me plaît pas du tout. C'est pour 1 à 6 joueurs, un jeu de contrôle de territoire, de baston général avec des factions relativement asymétriques, voire même pour certaines d'entre elles très asymétriques. C'est pour 1 à 6 joueurs, 15 ans et plus, 60 à 90 minutes la partie. Je sais que ça parlera à certaines personnes, c'est un jeu tellement niche qu'il peut trouver son public, et le public en question pourrait potentiellement être très fan, mais visuellement c'est quand même assez clivant, et moi personnellement ça me parle pas des masses. Le core set est à 45 €, sinon vous avez pour 23 $ les nouvelles extensions Ghosts and Robots, donc une nouvelle faction avec le petit paravent qui va avec, etc. Donc encore plus d'asymétrie, encore plus de profondeur de gameplay. La question étant, est-ce que le jeu reste équilibré à chaque fois que vous ajoutez une extension à un jeu qui est déjà très asymétrique. Sinon, Kings and Heroes, qui était une extension préalablement sortie, est encore disponible. Beast and Eggman, même chose. Et puis vous avez le All-In, donc le jeu de base, plus toutes les extensions, y compris la nouvelle extension, donc Ghosts and Robots, le tout pour 109 $. Voilà donc pour Dark Venture, 340 contributeurs, 20 000 € d'engrangés approximativement 19 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec la dernière entrée de la semaine, il s'agit de Fake-In, un petit jeu de déduction sociale dans lequel vous allez voir de très jolies cartes de tarot qui seront des représentants de l'hiver ou de l'été, donc les deux saisons au cœur de l'univers de Fake-In, et en fonction des cartes que vous allez recevoir, eh bien, sera déterminée votre faction, la faction à laquelle vous allez appartenir, et vous allez devoir deviner plus ou moins qui sont vos adversaires autour de la table. C'est pour 2 à 9 minutes, pour 2 à 9 minutes ça veut rien dire, pour 2 à 9 joueurs, pour des parties de 5 à 15 minutes, ça peut être très rapide potentiellement, et ce sera Made in the USA, encore un petit éditeur qui se lance dans l'impression sur le territoire américain pour éviter tout ce qui est crise des tarifs douaniers. Bon, c'est très joli, visuellement je trouve que c'est plutôt cool, c'est plutôt mignon, c'est pas flamboyant mais c'est quand même plutôt pas mal foutu. C'est le deuxième projet de Lioness Games, l'éditeur me dit rien pour le coup, et c'est un jeu qui est pas très cher même s'il est fabriqué aux States, parce que c'est un petit jeu de cartes en fait simplement, hein, c'est aussi ce qui rend possible la production sur le sol national américain. 25 $ donc pour Fake-In, 35 si vous prenez une édition limitée. Si vous pouvez faire des petits pledges groupés à 45 au lieu de 50, ce genre de petites choses là, mais rien de bien impressionnant là-dedans. Pour Fake-In, petit jeu de déduction sociale qui peut être relativement sympa, ça me parle pas outre mesure, et il n'y a pas de VF. 300 backers, 9500 € d'engrangés, c'est donc financé 26 jours avant la fin de la campagne. Et du coup c'était tout pour les entrées de la semaine, on passe maintenant très rapidement sur les plats principaux. Premier plat principal de la semaine, il s'agit de Libération, le nouveau projet de Platypus Games, 7e projet sur Kickstarter. Ils en avaient fait un je crois sur GameFound, je crois aussi. Il y avait eu The Great Race 2 qui avait financé à la deuxième tentative, comme le premier d'ailleurs. Il y avait également eu Air Postal qui lui aussi avait financé la deuxième fois, donc vraiment à chaque tentative, cancelled, financé, cancelled, financé, cancelled, financé. Et pour le coup, Libération, c'est financé dès la première tentative. Et là, on dit bravo. Et en même temps, n'est-ce pas logique? Très jolie DA pour Libération, une thématique qui parle à beaucoup de gens, à savoir la résistance française contre le nazisme. Bon, Deuxième Guerre mondiale, vous l'aurez compris, avec en plus de ça, un jeu qui présente plutôt bien de manière générale, c'est plutôt convaincant visuellement parlant. C'est pour 1 à 4 joueurs et c'est pour des parties de 60 minutes, donc relativement facile à sortir. Il y en aura en plus pour tout le monde, puisqu'on aura un jeu qui propose des facettes coopératives, semi-coopératives, voire même 1 contre tous je crois, ou en 1 contre 1 par exemple. Donc ça sera potentiellement en mesure de séduire beaucoup de types de joueurs différents. Le risque toujours avec ce genre de jeu là qui propose du coop, du semi-coop, du 1 contre tous, du 1 contre 1 en compétitif, c'est de savoir si chacun des modes de jeu est aussi bon que les autres. Est-ce que tout n'est pas un petit peu bancal? C'est toujours le risque dans ce genre de configuration, ce genre de proposition ludique. Donc on verra bien ce qu'il en est pour Libération, mais encore une fois, visuellement, ça présente
plutôt pas mal. On aura une assez forte asymétrie entre les deux factions en présence, à savoir les nazis qui sont plutôt dans le contrôle de leur présence sur le sol français, leur domination déjà existante, et la résistance qui va essayer de monter en puissance, de dérouter un petit peu les plans de leurs adversaires. Bref, c'est assez thématique de ce point de vue-là, et ça, c'est plutôt cool. On le voit ici, hein, la résistance, on va construire son réseau pour pouvoir empêcher l'occupant de mener à bien ses funestes desseins. Et puis en face, on pourra aussi contrôler donc l'occupant, les nazis, qui chercheront à écraser les forces de la résistance avant qu'elles ne prennent trop d'ampleur. Et je l'ai dit, donc on aura 4 modes de jeu, toujours asymétriques en tout cas. On le voit ici, duel stratégique ou overload, pardon, ce qui veut dire du 1 contre tous. La résistance, c'est plusieurs personnes face à un seul joueur qui va incarner les occupants. Le full coop ou encore le solo mode, qui je pense est plus ou moins la même chose que le full coop. En tout cas, ça doit y ressembler assez radicalement. Asymétrique, on l'a déjà dit, une tension perpétuelle durant les parties, et puis également, si on le souhaite, une campagne narrative. Si on le souhaite, pas dans le sens où elle est optionnelle dans un pledge à part, elle sera dans le jeu, mais simplement vous pouvez choisir de jouer sur un fil rouge 5 scénarios consécutifs, avec dans chaque partie un impact sur les suivantes, et du coup ça c'est relativement intéressant aussi. Donc voilà, reste encore une fois la question que l'on se posera toujours dans ce genre de jeu qui propose plein de modes de jeu différents. Sont-ils tous aussi bons les uns que les autres? Sont-ils tous bancals? Y en a-t-il un qui surnage par rapport aux autres? Difficile à dire, mais en tout cas sur le principe, j'aime bien. Visuellement c'est joli, la thématique forcément nous parle un petit peu, vu que il s'agit quand même de la libération de Paris et de la France. Il y aura même potentiellement parmi les pledges une extension, voire même 2 extensions dans des théâtres d'opération un peu différents. Voilà, ici, Alpine Expansion, donc dans les Alpes cette fois-ci, où on sera complètement en sous-nombre, et avec très peu de ressources, mais on ne se livrera pas pour autant à nos opposants. On aura aussi une extra extension ici pour l'extension de D-Day, donc le débarquement de Normandie cette fois-ci, avec du sabotage dans tous les sens pour assister un petit peu le débarquement des troupes étrangères. Donc ouais, c'est assez intéressant sur le papier. On aura donc 2 extensions qui seront en plus de ça, je crois, exclusivement disponibles durant cette campagne, et pas par la suite en boutique, donc sachez-le. Le pledge de base est à 39 €, sinon vous avez le full gameplay à 71, donc ça inclut les 2 extensions, et on a un all-in à 85 qui s'accompagne également de tapis de néoprène et de quelques petits tokens en acrylique apparemment également. Voilà, c'est après tout ce que je peux vous dire concernant Libération. On peut juste quand même faire un petit tour du côté du shipping brièvement. Shipping, c'est ici que ça se passe. Europe, 15 €. Le Canada on le trouve pas ici, donc ça doit être Rest of the World, donc à 35 €. Même chose pour nous au Japon, à moins que vous ne preniez le pledge un petit peu au-dessus. 18 € pour l'Europe, 38 pour le Japon ou pour le Canada par exemple. C'est tout pour Libération, un joli petit projet de la part de Platypus Games qui marche plutôt pas mal. En tout cas c'est leur premier projet à financer du premier coup, et pour ça on leur dit félicitations. Le jeu du mois de Gabe Barrett, comme chaque mois, hein, bien sûr, sur GameFound, de retour avec un jeu de Artem Safarov. Artem Safarov, un nom qui a fait voir des cauchemars à bien des backers, à bien des amateurs de Kickstarter, puisque c'est l'auteur d'un jeu qui s'appelait comment déjà, Alone, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je vais aller checker en direct sur une autre page pour ne pas avoir à quitter celle-ci. Mais il me semble que c'était ça, Artem Safarov. Est-ce que c'était bien Alone? Non, c'était Unbroken. Pas du tout Alone, mais c'était un solo. Peut-être pour ça, je me suis auto-convaincu que ça s'appelait Alone, mais non. Et donc Unbroken, c'était un jeu qui avait connu un financement participatif qui était plutôt couronné de succès, mais qui avait eu énormément de problèmes, qui avait mis beaucoup de temps à livrer. Pour ceux qui ont été livrés, d'ailleurs je crois que c'était pas tout le monde, bref c'était un peu un scandale quoi à l'époque. Et donc il revient avec un nouveau design, son 3e jeu à Artem Safarov, cette fois-ci avec Gabe Barrett en éditeur. Shred of Redemption avec une très belle DA, et pour l'instant ça marche plutôt pas mal. 1000 backers, 25 000 € d'engrangés, 13 jours avant la fin de la campagne, malheureusement pas de VF, comme souvent, comme quasiment toujours je crois, avec les projets de Gabe Barrett. C'est un petit jeu de 15 minutes seulement, avec donc de la gestion de dés, de la déduction, également de la gestion de ressources. Ça présente plutôt pas mal, hein, encore une fois, la DA est plutôt cool.
Ça me fait penser à des jeux comme un truc avec donjon, machin dungeon, j'ai oublié comment ça s'appelle, qui avait été porté d'ailleurs par Mythic Games, si mes souvenirs sont bons, mais j'ai oublié le titre, mais bon, vous verrez de quoi je parle. Mais en tout cas, visuellement, ça présente plutôt très très bien. Comme d'habitude avec Gabe Barrett, on est sur un jeu qui tiendra dans une sorte de boîte VHS, donc vraiment très peu de composants, on aura 24 dés, 60 petits tokens en carton, une cinquantaine de cartes environ. Voilà, c'est toujours assez minimaliste, hein, c'est toujours un petit peu un exercice de style de sortir un jeu intéressant en solo avec très très peu de composants. Vous le voyez, on va donc devoir gérer ces dés pour pouvoir avancer dans une petite aventure de backbuilding avec du placement de dés. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails. Le pledge, c'est comme d'habitude avec Gabe Barrett, à savoir toujours 25$ pour un pledge de base, sinon 5 pour le print and play pour ceux que ça pourrait intéresser. Et puis pour le shipping, pareil, encore une fois, c'est toujours très abordable, 5$ pour l'Asie, 6$ pour le Canada ou encore pour l'Union Européenne. Voilà donc pour le nouveau projet de Gabe Barrett sur GameFound. Il s'agit de Shred of Redemption, 1000 backers, 25 000$ d'engrangés. Projet suivant, il s'agit de Cozy Cat Café, et oui, vous n'avez pas rêvé, il y a bien une VF à nouveau pour ce jeu, alors qu'il s'agit ici d'un éditeur anglais, qui vient de Bournemouth, premier projet de Stamy Games, mais en revanche, Stamy, c'est un porteur de campagne qui a apparemment une certaine expérience. Ils ont créé un nouveau compte Kickstarter pour le board game, hein, pour le jeu de société. Mais à l'origine, c'est pas des gens qui font spécifiquement du jeu de plateau, du jeu de société, on va dire. Mais donc, ils s'offrent une nouvelle page Kickstarter pour lancer ce projet. Mais a priori, on doit pouvoir faire confiance à cette compagnie qui n'en est pas à son premier Kickstarter, simplement c'est son premier sous ce compte-là. Et donc, Stamy Games nous propose Cozy Cat Café, dans lequel on va donc incarner des managers de café à chat, comme on en voit pas mal au Japon, même si j'ai l'impression que c'est un petit peu diminué, c'est un petit peu passé de mode, mais on en a quand même pas mal. D'ailleurs, j'en ai un juste en face de chez moi. 1100 backers, 26 jours avant la fin de la campagne, près de 100 000 € d'engrangés pour l'instant, c'est donc un très joli succès. Et en même temps, bon, il y a des matous, on sait que les matous, ça fait vendre. Il y a des tuiles, comment ça s'appelle, des tuiles polyformes, quoi, j'ai oublié comment ça s'appelle. Il y avait un nom, mais je l'ai perdu entre temps. Je sais plus, bref, des tuiles un petit peu à la Tetris, avec différents types de formes, et on va donc manager son petit café à chat, on va acheter des meubles, on va poser des plantes par exemple, bref, on va essayer de trouver tout ce qui est un aspect décoratif et matou, pour avoir un café le plus cosy, le plus agréable, le plus relaxant possible, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas non plus partir à la course au point, parce que oui, il y aura plein de combos à aller imaginer, il y aura aussi des petites missions communes à tous les joueurs qu'on devra essayer de remplir en agençant pour le mieux notre café, avec donc des tuiles de chat, avec également donc tout ce qui est meubles notamment, jouets, etc., etc. Le matos est plutôt clean, on a du plateau double épaisseur pour notre café, on aura un petit insert en plastique qui semble être plutôt pas mal foutu sur le papier, on aura même un mode solo pour ceux que ça pourrait intéresser, et puis une mini extension pour des cartes d'objectifs, que j'imagine être pour le coup des objectifs personnels, parce que les objectifs communs existent déjà dans le jeu d'origine. Le how to play, on passe très très brièvement, mais c'est un jeu qui s'explique apparemment assez facilement, un jeu plutôt familial on va dire, qui s'explique en quelques minutes à peine. Donc un jeu assez simple à prendre en main, mais qui semble avoir quand même pas mal de profondeur stratégique malgré tout, et apparemment, d'après les retours de certains créateurs de contenu, un jeu qui propose aussi pas mal d'interactions entre les joueurs, notamment via le biais de cette petite extension ici, l'extension Mousing Around, qui propose d'ajouter des petites souris que vous pourrez aller envoyer sur les cafés de vos adversaires, qui peuvent aussi être un avantage pour eux si elles sont bien timées, si on les fait pas s'échapper trop vite, mais qu'on réussit à les attraper quand même, etc. Ça a l'air d'être vraiment très très mignon sur le papier, mais c'est clairement pas un jeu dont je suis le cœur de cible. Le pledge de base est à 52$. On a un pledge à 79 pour aller deluxifier le tout avec des pièces de métal, des petits meeples en bois screen printé et puis du playmat également. On a aussi le deluxe plus l'extension à 100$. Et puis sinon on a un pledge un petit peu mécénat dans lequel on va pouvoir ajouter un petit peu notre nom, notre chat, ce genre de choses là.
sur une carte, le tout pour 200 $. Et pour ce qui est du shipping, tiens, je vois qu'il y a des translations ici. Qui fait l'anglais, qui fait le français, pardon, qui fait le français. C'est pas écrit. Est-ce que c'est Stamy eux-mêmes qui font l'AVF? C'est bien possible, je ne vois pas d'éditeur en tout cas écrit pour l'instant. Pour l'Europe, ça va de 17 à 24, non c'est 17 € ou 24 livres. Bizarre, le livre coûte plus cher que l'euro pourtant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est une erreur. Ça va être entre 17 et 24 € à mon avis, non? Sinon ça n'a pas de sens. Ce serait 18 livres et 25 € par exemple, je comprendrais. Mais là, si c'est l'inverse, ça me semble très très étrange. Bref, un peu bizarre pour l'Europe. Il va falloir attendre quelques éclaircissements sur ce point-là. Mais bon, on va dire une vingtaine d'euros de frais de port pour l'accord ou pour la Deluxe. Canada, ce sera 41 $ canadiens ou 43 $ canadiens. Et pour nous, ce serait 8 à 25 livres pour le Japon. Voilà, vous me direz si ce petit jeu de café à chat cosy et relaxant vous intéresse. En tout cas, pour l'instant, ça se confirme. Les chatons, ça fait vendre 1100 backers sur le projet 26 jours avant la fin de la campagne. Dernier plat principal de la semaine, et en réalité il aurait pu théoriquement se retrouver dans les desserts parce que il s'agit de plusieurs grands noms. Le premier étant le titre du jeu lui-même, Clash of Clans, cette célèbre application de jeux vidéo sur téléphone, si mes souvenirs sont bons, qui est quand même très très connu. On voit encore très fréquemment des pubs pour ce jeu que j'ai jamais testé pour le coup, parce que j'aime pas l'univers, ça me parle pas du tout visuellement, mais c'est un jeu qui est très populaire. Et donc au-delà du nom du jeu, eh ben, ça en surprendra peut-être plus d'un, mais le nom de l'auteur n'est pas moins connu puisqu'il s'agit de nul autre que Eric Lang, donc quand même Monsieur Simon, hein, Monsieur Hank, Rising Sun, Blood Rage entre autres, donc quand même un auteur de renom, mais en duo cette fois-ci avec Ken Groul, dont pour le coup je ne me souviens pas des jeux, mais apparemment c'est un duo légendaire, donc j'imagine qu'ils ont déjà collaboré à de nombreuses reprises. Quoi qu'il en soit, le projet est porté par Maestro Media, qui n'est pas forcément l'éditeur, mais qui est une page Kickstarter qui accompagne beaucoup de créations. On les avait vus récemment pour Hello Kitty par exemple, ou encore Sally Face, et donc ils nous reviennent avec Clash of Clans, mais encore une fois, je le répète, ce ne sont pas les éditeurs du jeu à proprement parler, quoi. Et donc Clash of Clans reprend bien sûr l'univers du jeu vidéo du même nom, et donc on va se taper sur la tronche. Alors il y aura des miniatures, ce sera pour 2 à 6 joueurs, c'est du 12 ans et plus, c'est pour des parties de 60 à 90 minutes, et on est sur un jeu de engine building, donc de construction de moteurs avec des ouvriers, différents types de personnages que l'on va pouvoir utiliser pour construire, développer notre village, attaquer le village de nos adversaires en développant notre armée, le tout avec un chara design très chibi, qui colle bien à l'univers du jeu d'origine certes, mais qui moi me parle absolument pas. Ceci étant dit, je le répète encore une fois, c'est quand même Eric Lang derrière aux manettes, donc il y a quand même un gage de qualité derrière, mais vraiment l'univers ne me parle absolument pas, donc c'est clairement pas pour moi. Et en même temps, j'ai envie de dire tant mieux, ça évite de dépenser des sous, mais bon, c'est quand même, pour moi, hein, purement subjectivement parlant, dommage de voir Eric Lang s'abîmer, c'est un très très grand mot, très péjoratif, bien plus péjoratif que je ne le voudrais vraiment, mais j'ai pas trouvé mieux sur le moment. Mais ouais, c'est dommage de voir Eric Lang sur un projet de Clash of Clans, je trouve. Je serais plus intéressé par un nouveau projet, disons, original de Eric Lang, comme il avait pu le faire pour Blood Rage, Rising Sun, etc. Les univers en eux-mêmes n'étaient pas diablement originaux, mais ça n'était pas collé sur une licence préalablement existante, ça envoyait du bois visuellement. Là, bon, c'est vrai que l'univers lui-même ne me parle pas, donc forcément, c'est un petit peu difficile d'y rentrer. Ceci étant dit, si vous aimez Clash of Clans, du coup, il y a quand même gage de qualité avec Eric Lang derrière, et en plus de ça, une VF disponible, donc ça aussi c'est plutôt la bonne nouvelle du jour. Vous aurez un pledge de base qui s'appelle Moustache, allez savoir pourquoi, 85 $, sinon vous avez le extra Moustache à 95 $, et ça c'est très étrange, puisque 85 c'est la boîte de base, 95 boîte de base plus les stretch goals. C'est-à-dire que les stretch goals ne sont pas disponibles dans le pledge de base. C'est quand même extrêmement bizarre. D'ailleurs, c'est noté ici, hein, does not come with stretch goals. Donc vous n'aurez pas les stretch goals si vous prenez le jeu de base. C'est quand même très étrange ça.
185, on fait un petit bond numérique pour le pledge Fireball Flex, qui inclut donc les stretch goals, mais également la Collector's Edition et non plus la boîte de base, donc une version collector avec des composants upgradés en 3D, de la miniature dans tous les sens. So Much Armor, le pledge suivant est à 300$ et il inclut deux extensions, l'extension Dark Elixir et l'extension Clan Wars. Ensuite, on a aussi un pledge, je crois que c'est le All-in, hein, c'est ça, le All the Firepower, 485$. Ça ajoute aussi du néoprène, ça ajoute une boîte de rangement, ça ajoute du néoprène, de la tour de dés, etc., etc. Il y a masse de matos. Donc pour ceux qui sont fans du jeu d'origine, il y a moyen de vous faire vraiment beaucoup plaisir sur ce jeu, à mon avis. Pour ce qui est des frais de port, rapidement, on va aller checker. Voilà, shipping information. En fonction du pledge que vous allez choisir, pour le Canada, ça va aller de 24$ à 40$ de frais de port. Pour ce qui est de l'Europe, hein, de l'Union Européenne, en tout cas, c'est 30 à 42. Et puis nous, pour le Japon, 35 à 45$ de frais de port. Vous me direz si vous avez déjà joué aux jeux vidéo donc de Clash of Clans. Auquel cas, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si cette adaptation en jeu de plateau vous intéresse. Près de 2000 backers, ce qui n'est pas énormissime quand on prend en compte la notoriété du jeu vidéo dont il est issu. 27 jours avant la fin de la campagne, c'est quand même 360 000€ d'engranger, mine de rien. Et du coup, c'est tout pour les plats principaux de la semaine. On entame maintenant les 4 desserts. Il y en avait bien 4, même si vous allez voir, il y en a 2 qui vont aller très très vite en vrai. Même 3 sur 4 qui vont aller très très vite en vrai. Et pourquoi les desserts vont-ils aller vite, me demanderez-vous peut-être? Tout simplement parce que dans le tas, il y a 3 extensions. Enfin non, 2 extensions. Un jeu que l'on vient de traiter sur la chaîne pour une review. Et l'autre qui est dans un univers déjà connu d'emblée, donc ça va aller assez rapidement. Le premier, c'est Endeavor Deep Sea, qui revient avec une extension intitulée Uncharted Waters. Pas de VF dans cette campagne malheureusement, mais vous savez que Endeavor Deep Sea, pour ce qui est de la VF, c'est Super Meeple et son super catalogue de jeux initiés experts. Donc ce sera à nouveau le cas pour l'extension de Endeavor Deep Sea, donc Uncharted Waters, mais en tout cas pas pendant la campagne, et ça c'est un petit peu dommage, mais bon, vous le retrouvez en boutique assez rapidement. Vous le voyez ici, hein, si vous le voulez dans une autre langue, sachez-le, Uncharted Waters, donc l'extension de cette campagne, n'est que pour l'anglais et donc il faudra attendre la sortie boutique pour avoir la version en français. Mais en tout cas, Super Meeple a déjà annoncé que l'extension serait disponible en français très rapidement. Donc du coup, la campagne que je vous montre ici n'est pas diablement intéressante pour vous, à moins que vous soyez anglophone par exemple, que vous ayez déjà le jeu d'origine en anglais. Mais en tout cas, beau succès encore une fois, 4000 contributeurs quasiment en 3-4 jours de campagne. Il reste encore une petite semaine avant la fin de cette dernière, 186 000€ d'engrangés. Un jeu qui a déjà été couvert de prix et qui est également en compétition pour le Kennerspiel des Jahres, donc le Spiel, quoi, juste le prix le plus prestigieux au monde en matière de jeux de société, on va dire. Il est finaliste et le vainqueur sera annoncé le 13 juillet. Et donc Endeavor Deep Sea avec cette extension Uncharted Waters, qu'est-ce que ça vient ajouter? Alors c'est pour 1 à 5 joueurs si vous prenez l'édition Deluxe apparemment, je pense que c'est 1 à 4 joueurs théoriquement de base. En tout cas je crois que c'était ça, pour des parties d'environ 80 minutes. Et donc dans Uncharted Waters, donc cette petite extension, en fait on vous parle d'une extension, prenez plutôt ça comme plein de petits modules que vous pourrez utiliser. Il y aura de nouveaux scénarios, de nouveaux petits plateaux d'océan, de nouveaux spécialistes, de nouveaux journaux, des nouveaux plongeons, des nouveaux tokens de plongée, pardon, et puis plein de petits modules que vous pourrez mix-match pour aller, comment dirais-je, ajuster l'expérience, la renouveler à chacune de vos parties. Et on aura aussi un mode solo / coop amélioré, revu et corrigé par rapport à la version d'origine. Vous pouvez mettre la main sur Uncharted Waters pour 39$. Endeavor Deep Sea jeu de base est toujours disponible à 80$, sinon les deux ensemble c'est 119$, mais je me répète, durant cette campagne c'est exclusivement en anglais, il faudra attendre la version de Super Meeple pour la VF. Sinon vous pouvez aussi vous contenter de prendre les add-ons, donc là apparemment il n'y a pas de language dependency, donc de texte en gros
Donc par exemple l'insert en plastique, vous pouvez le commander via la campagne Kickstarter. Je ne sais pas s'il sera disponible durant la VF de Super Meeple. Donc ça, ce genre de truc, de composants un peu déluxifiés, potentiellement ça peut vous intéresser, même si vous ne prenez pas le jeu en tant que tel. Voilà, vous me direz éventuellement ce que vous avez pensé de Endeavor Deep Sea, si vous avez eu l'occasion de le tester, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui jouit d'une très très belle réputation, mais on n'a pas eu l'occasion de le tester ici chez les Ludovores, donc c'est vrai que c'est un jeu qui m'a attiré pas mal quand je l'ai vu sortir, mais j'ai jamais eu l'occasion de mettre la main dessus, et il me tentait pas suffisamment pour aller le baquer pour autant, mais ouais, un jeu qui a une belle réputation, qui visuellement présente plutôt pas mal, donc ouais, un de ces jours, ce serait avec le plus grand des plaisirs que je testerai Endeavor Deep Sea. Rapidement, pour ceux qui voudraient malgré tout le baquer, même si la VF n'est pas disponible durant la campagne, sachez que les frais de port sont de 10$ pour l'extension pour la France ou la Belgique, jusqu'à 14$ si vous prenez la totale de Endeavor Deep Sea. Pour ce qui est du Canada par exemple, où est-ce qu'on peut trouver nos amis canadiens là-dedans? La Suisse est ici d'ailleurs, Suisse 15 à 20. Nos amis canadiens sont-ils ici? Non. Je ne trouve pas, écoutez, je vois le Japon ici, Japon 32,47, pas très très intéressant pour le coup. Canada c'est ici, Canada c'est 20 à 25, c'est relativement peu onéreux, ça va encore. Voilà donc pour ce qui est de Endeavor Deep Sea et son extension Uncharted Waters, 3800 backers, 6 jours avant la fin de la campagne. Encore un bien beau succès, même s'il faudra attendre un petit peu la sortie en boutique pour la VF. Je vous parlais tout à l'heure d'un jeu qui sort dans un univers déjà connu, c'est l'univers de Legend of the Five Rings, et donc c'est cet univers qui est utilisé dans cette nouvelle... ce nouveau jeu simplement de Monolith, l'éditeur français, donc bien sûr VF disponible. Le jeu en question c'est Champions of Rokugan, donc on se place ici dans un univers un petit peu fantasy Japon médiéval, qui me parle forcément pas mal, moi qui réside au Japon. La campagne se passe très bien, on est à 3100 backers, 727 000 € d'engrangés d'ores et déjà, le jeu est donc largement financé. 11 jours avant la fin de la campagne, c'est du côté de chez GameFound que se déroule la campagne. C'est pour 1 à 5 joueurs, c'est pour des parties d'environ 90 minutes, c'est un jeu coopératif en campagne, un jeu d'aventure qui peut également, vous l'avez vu, se jouer en solo, et c'est un jeu qui est plein d'action avec masse de dés, avec un mécanisme de dés qui se veut raffiné, flexible et élégant, basé sur donc Five Rings, la licence d'origine, qui est un univers apparemment très apprécié des joueurs, et j'avoue humblement que c'est un univers que je ne connaissais pas avant l'arrivée de cette campagne. J'avais entendu le nom comme ça, mais je me suis jamais penché sur son sujet, donc pour moi c'est pas tellement un argument de vente plus qu'autre chose. L'univers un petit peu japonais médiéval, chinois médiéval me tente un petit peu plus pour le coup, mais je suis pas vraiment le cœur de cible. C'est un jeu en campagne, c'est narratif, c'est long. Non, c'est pas pour nous, mais c'est vrai que visuellement ça envoie plutôt du pâté. Il faut être honnête, joli matos, en même temps c'est Monolith Game, donc pas de grande surprise à ce niveau-là. On aura de très jolis plateaux double épaisseur avec une belle DA, les miniatures sont elles aussi très réussies, les dés un petit peu marbrés sont plutôt très jolis. Voilà, ça fait le job, j'ai envie de dire que visuellement ça donne envie d'être joué, et c'est déjà beaucoup, alors que je suis généralement pas du tout attiré par ce genre de jeu en campagne comme ça. Pas parce que j'aime pas ce genre de jeu, mais parce que simplement on n'est pas le profil, en fait, on se voit pas assez souvent avec nos potes, avec Xavier oui, avec nos autres potes non, pour pouvoir se lancer dans des jeux en campagne comme ça. C'est des jeux qui demandent un peu plus d'investissement, un peu plus de fréquence de jeu que on ne peut s'offrir. En plus de ça, nous, on a la chaîne YouTube qui nous prend pas mal de temps et qui nous demande aussi de tester pas mal de protos assez régulièrement, et du coup ce genre de jeu là c'est pas pour nous quoi, clairement. Et du coup, un truc que j'apprécie beaucoup également, parce que ça me fait gagner beaucoup de temps en tant que créateur de contenu sur le menu crowdfunding bien sûr, mais même en tant que backer j'aime beaucoup, il n'y a qu'un seul niveau de pledge. C'est vraiment apaisant. Voilà, on n'a pas besoin de chercher pendant 5 ans toutes les informations nécessaires. Non, on part pas à la pêche. Voilà, vous avez un pledge. Facile, net, clair, précis. 199 € au lieu de 300 boules. Quand même, c'est une sacrée ristourne pour le Champion Pledge qui contient 2 core box.
il y a quand même masse de contenu, parce que la core box de base est quand même très épaisse, et on en a donc 2. Donc sachez-le, c'est le gameplay all-in, en fait c'est le seul niveau de play de toute manière, et ça contient du kiloplastoc dans tous les sens. On a 165 miniatures, ça fait beaucoup, mais en même temps, les miniatures sont très très cool, elles sont très très classe. J'ai l'impression qu'il y a déjà le lavis déposé dessus, j'ai l'impression, parce qu'on a une sorte de ombrage sur certaines de ces miniatures qui sont très très jolies, voilà, il faut le dire. Elles sont assez dynamiques, elles sont assez classes, elles sont assez détaillées. Globalement, c'est du très très bon boulot de ce qu'on peut en voir. Et ça donne envie, ça donne envie. Je suis pas un grand joueur de jeu avec des figurines, je ne peins pas, donc vraiment pour moi elles vont rester grises et du coup elles ne seront pas utilisables à leur plein potentiel, j'ai envie de dire, mais quand même elles envoient du pâté, elles sont très très belles et le jeu a l'air d'être ma foi plutôt très très cool. J'ai pas plongé mes yeux dans le livret de règles non plus, mais le système de gestion des dés a l'air d'être plutôt intéressant sur le papier. On sait que de toute façon Monolith fait généralement du très bon boulot. L'ADA encore une fois est vraiment charmante. Ouais, c'est un jeu qui mérite qu'on se penche sur son sujet si on est un amateur de ce genre de jeu coopératif en campagne un peu sur le long cours avec évolution de personnages, etc. Donc ouais, à checker si c'est un truc qui potentiellement peut vous intéresser. Checkez-le, il n'est pas si cher que ça quand on voit le contenu de matos, la quantité de matos à l'intérieur. Par contre la page est beaucoup trop longue, il y a beaucoup trop d'infos et ça c'est un petit peu chiant, mais vous l'avez vu, il n'y a quand même qu'un seul niveau de pledge et ça c'est plutôt très très cool. Les cartes ont l'air de proposer aussi des systèmes de jeu assez pointus, assez intéressants, tout en restant relativement accessibles, j'ai l'impression. Voilà, à confirmer bien évidemment, mais sur le papier ça a l'air d'être plutôt très très cool. On va quand même voir le shipping, histoire d'en avoir le cœur net. Canada, 40 à 43 euros. Bon, c'est cher, mais en même temps, quand même 2 immenses boîtes. Pour la France ou la Belgique, ou encore le Luxembourg, ce sera 25 à 28. Pour nos amis suisses, sont-ils quelque part là-dedans? Je ne les vois point. Ils sont ici. Suisse, 35-38. Ok. C'est peut-être un jeu qui parlera à notre pote Dylan, anciennement des Hauts Plateaux, qui a désormais sa propre chaîne. N'hésitez pas à aller la checker. J'ai plus le nom tout de suite en tête. Ah bah attendez, je crois que j'ai sa carte quelque part là-dedans au pire. Où ai-je foutu sa carte? J'ai 100 000 cartes. J'ai 100 000 cartes de créateurs de contenu, d'éditeurs, etc. Ouais, non, je ne vais pas la retrouver, mais au pire, Dylan, je pense que tu passeras sur cette vidéo, donc n'hésite pas à nous rappeler en commentaire le nom de ta chaîne. Je crois que c'est Silence ça joue, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Silence ça joue, me semble-t-il. Il fait de très très jolies vidéos assez cinématiques sur des jeux. C'est plutôt très classe et c'est peut-être un jeu qui pourrait s'y prêter assez bien d'ailleurs. Pour le Japon, c'est 59 à 62 euros. Ça pique un peu méchamment le fondement tout de même. Voilà donc pour ce qui est de Champions of Rokugan, le nouveau jeu de Monolith. 727 000 euros d'engrangés, 11 jours avant la fin de cette campagne qui, ma foi, se porte plutôt très bien. Cette campagne-là aussi, ça va aller très très vite pour la simple et bonne raison que Colosseum The Grand Spectacle, nous l'avons couvert sur la chaîne des Ludovores pour une review, puisque comme depuis déjà 3 projets maintenant, Fantasia nous envoie des protos et on est la seule chaîne francophone qui s'occupe de Fantasia. Et ça c'est quand même plutôt la classe, parce que c'est un éditeur quand même qui commence à faire son trou, hein. On les avait d'abord connus avec Endless Winter, qui avait fait un gros succès, même s'il a été progressivement un peu oublié, j'ai l'impression. Ensuite avec, pas Endless Winter, mais Unconscious Mind, qui est un de mes jeux préférés à ce jour, même s'il ne sort pas assez souvent, mais bon, ça c'est le problème de beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression. On les avait vus aussi avec Sweet Mass, qu'ils avaient repris, qui n'est pas vraiment un jeu de fantasy game à proprement parler. Et cette fois-ci, c'est un peu un entre-deux, dans le sens où c'est pas une création originale, mais c'est pas non plus un jeu qu'ils ont tout à fait pris tel quel. C'est en fait un jeu de 2007 qu'ils ont remodelé, on va dire. Ils ont fait une petite refonte, ils ont mis un petit coup de polish sur les règles pour améliorer un petit peu le tout, le streamliner comme on dit, et le tout avec une VF qui n'est pas assurée par Lucky Duck comme on pourrait le penser, parce que c'était le cas pour Endless Winter je crois, et pour Unconscious Mind là par contre c'est certain, et non, pour Colosseum The Grand Spectacle, la VF sera par Intrafin, oui c'est ça, Intrafin.
C'est pour 1 à 5 joueurs, pour 60 à 90 minutes la partie, pour 10 ans et plus. La DA, c'est l'œuvre de The Miko pour tout ce qui est personnage, et de Yann O'Toole pour ce qui est du très très beau plateau en revanche. Le plateau est vraiment très très cool. Et donc c'est un jeu où on va incarner des impresarios de combat de gladiateurs à l'époque de la Rome antique. On va engager tout un tas de participants à nos spectacles pour pouvoir justement monter des spectacles de plus en plus spectaculaires pour pouvoir essayer de l'emporter face à un adversaire avec un système de points super intéressant où au final, pour dire les choses de manière très très résumée, seul votre plus beau spectacle sur 4 va vraiment scorer. C'est un scoring assez intéressant. Je vous recommande d'aller voir notre vidéo de review parce qu'on en parle un peu plus en détail bien évidemment, mais le système de scoring est vraiment super intéressant et c'est a fortiori intéressant de se dire que c'est un jeu qui est sorti en 2007 et qu'on n'a pas tellement vu ce type de scoring là depuis, j'ai l'impression. Alors bien sûr, j'ai pas joué à 3% des jeux sortis depuis 2007, mais j'en ai pas vu moi des jeux qui proposent ce même type de scoring là qui est assez intéressant. Pledge rapidement, 69 € pour le pledge de base, donc Colosseum Deluxe, plus un Presario Deluxe, un petit jeu de cartes dans le même univers que pour le coup on n'a pas testé, on sait pas de quoi il retourne. 86 € pour Gladiator, donc c'est la même chose, plus des pièces de métal, assez classos. Senator Pledge, 105 €, ça va ajouter en plus des pièces de métal un petit pack de résine pour des miniatures comme la colonne, le petit temple, les portes, etc. Ça ajoute un petit peu plus d'immersion, mais bon, c'est vraiment de la deluxification pour la deluxification, on va dire. 123 €, c'est pour le Pledge Empereur qui vous donne aussi accès à un playmat de néoprène avec vraiment une belle ergonomie, parce qu'on va avoir les emplacements pour les petites tuiles de spectacle, les petits plateaux latéraux seront aussi directement imprimés sur le néoprène, ainsi qu'un petit artbook également, si ça peut vous intéresser. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail parce que pour ce qui est du gameplay, de l'expérience de jeu à proprement parler, on peut vous réorienter directement vers notre vidéo. On va aller cliquer ici, Preview Videos, puisque vous allez voir qu'on est juste ici, avec cette bien belle miniature que j'ai faite avec mes petites mains à moi, et je ne suis pas peu fier de cette petite miniature où on voit Xavier et moi-même en gladiateur, même si clairement, lui comme moi, n'aurions pas tenu 3 minutes dans l'arène, voilà. Sauf si j'avais dézingué Xavier d'abord, comme je le fais régulièrement en jouant aux jeux de société. Petite crotte de nez dans sa face. Voilà, on passe directement au shipping, et encore une fois, allez checker la vidéo si vous voulez avoir plus d'informations sur le jeu, son gameplay et nos impressions sur celui-ci. Petit spoiler, on a pas mal apprécié, en tout cas beaucoup plus qu'on ne l'aurait pensé. C'est pas un jeu qui nous attirait outre mesure, mais finalement c'est vraiment plutôt cool, sauf que dans notre configuration principale, donc à 2 joueurs, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, même si attention, il y aura un module pour jouer en deux joueurs ou en solo également. On n'a pas eu l'occasion de tester le solo ou le mode 2 joueurs, donc pour l'instant on se dit que c'est un petit peu suboptimal parce que notre configuration ne nous permet pas de prendre le maximum de potentiel du jeu, mais avoir le mode 2 joueurs sera peut-être vraiment efficace, sait-on jamais. Shipping pour le Canada, 24 à 34 € en fonction du pledge que vous allez choisir. Europe, il y a 2 zones. Pour la Belgique ou encore pour la France, c'est la zone 1, donc 18 à 21 €. Pour la zone 2, il y a aussi nos amis suisses, et donc ce sera de 39 à 50 €. Et puis pour nous qui sommes au Japon, on doit être dans Asia Zone 1, je pense. Oui, Japon. Donc c'est 37 à 63 € de frais de port. Fort heureusement, nous quand on bosse avec Fantasia, on n'est jamais payé. En revanche, on reçoit généralement un pledge all-in, je crois, du jeu. Donc on recevra vraisemblablement Colosseum, et ça tombe bien parce que ma foi, on l'a beaucoup apprécié. Donc je suis content de ne pas avoir à le backer, mais de le recevoir via l'éditeur. 1800 backers pour l'instant, donc pour une réimpression, enfin pas une réimpression, une refonte visuel et un petit peu aussi au niveau des règles d'un jeu sorti il y a environ 20 ans, c'est quand même un plutôt beau succès, d'autant plus que c'est un jeu relativement familial, on va dire que c'est un jeu initié, voilà, initié accessible, et du coup les prix sont quand même assez élevés pour un jeu de cette catégorie là, mais ça marche bien via notamment la deluxification, quoi, on va dire. 1803 backers, 200 000 € d'engrangés, encore 16 jours avant la fin de la campagne.
Dernière campagne de la semaine, il s'agit d'une autre extension et c'est pour ça que ça va aller assez vite. C'est l'extension Veilward pour The Isofarian Guard de Sky Kingdom Games. C'est un jeu qui avait pris beaucoup de monde par surprise lors de sa première campagne, puisque The Isofarian Guard, premier du nom, avait fait 7200 backers à l'époque, ce qui est assez énorme. Et en même temps, ça c'est le Pledge Manager. Donc ça se trouve c'était sur Kickstarter à l'origine, je ne sais plus honnêtement, mais je crois que non, je crois que c'était peut-être sur GameFound directement. Donc en gros 1 200 000 dollars d'engrangés à l'époque, avec 7300 backers environ, 7200 backers environ. C'est quand même un énorme succès pour un éditeur qui était un peu sorti de nulle part à l'époque. Et donc ils reviennent sur GameFound pour une nouvelle extension intitulée Veilward. Et du coup ça va aller assez rapidement, puisque en gros c'est un peu plus de la même chose en gros. Ça va aller élargir un petit peu l'univers de The Isofarian Guard, avec de nouveaux personnages, avec de nouvelles aventures, de nouvelles régions peut-être à les dévoiler, bref, encore plus de ce que les gens ont beaucoup apprécié, car oui, les gens ont beaucoup apprécié The Isofarian Guard. Il est à un 8.7 de moyenne sur BG, ce qui est énorme, et c'est pas parce qu'il y a 3 notes, il y a vraiment beaucoup de notes, beaucoup d'évaluations très très positives sur The Isofarian Guard, qui est donc un jeu d'aventure en campagne, coopératif, si mes souvenirs sont bons, coopératif, oui c'est ça, avec des personnages très asymétriques. C'est du 1 ou 2 joueurs, parce que c'est un jeu en fait, on voit ici 45 minutes, mais en vrai on peut faire des sessions de 2 heures, 3 heures si on le souhaite. L'avantage, c'est qu'il a un système de sauvegarde qui fait que vous pouvez plus ou moins arrêter n'importe quand et reprendre plus tard, très simplement. À partir du moment où vous gardez une table dédiée au jeu en plus, a fortiori, c'est encore plus facile de le garder tel quel. Bref, un jeu qui a eu vraiment beaucoup de succès lors de sa sortie. Il a vraiment surpris pas mal de monde. Pour le reste, c'est un jeu qui a un univers relativement classique, vraiment on va pas dire que c'est original, on est sur un jeu d'épique fantasy, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un visuel que je trouve un petit peu kitschos pour être tout à fait honnête. Le matos c'est très clean, il n'y a pas de problème, la DA est pas vilaine non plus, clairement, mais c'est, je trouve, un peu kitsch, c'est pas sublime quoi, c'est pas très original non plus, mais en revanche, le contenu a l'air d'être assez fou, vraiment c'est quand même énormément de commentaires très dithyrambiques on va dire. Et Veilward nous propose d'incarner 2 nouveaux gardes, et ça c'est plutôt cool. On va découvrir encore de nouvelles manières de jouer. Je crois qu'il y a même dans le tas un shapeshifter, donc un personnage qui est capable de se transformer, de prendre d'autres compétences, en tout cas si mes souvenirs sont bons, c'est ce que j'ai cru entendre. Petit gameplay overview pour rappeler que Isofarian Guard c'est un jeu en open world sandbox, donc un bac à sable, vous faites ce que vous voulez, vous allez où vous voulez, vous faites les quêtes que vous voulez n'importe quand, et vous avez énormément de liberté de mouvement et d'action. On va pouvoir visiter des cités, des campagnes, des donjons, bref plein de trucs dans tous les sens, avec une jolie petite carte d'ailleurs plutôt cool. On va affronter masse d'ennemis plus ou moins uniques, avec des personnages de notre côté qui sont plutôt customisables, avec du backbuilding qui va être relativement intéressant. On va pouvoir forger des alliances, profiter de certaines opportunités, faire du crafting, avoir du nouvel équipement, bref il y a masse de contenu. Et en même temps, j'ai envie de dire, tout ce que je viens de dire là, on le retrouve dans beaucoup de jeux d'aventure finalement. Qu'est-ce qui vient le différencier de beaucoup d'autres jeux dans cette catégorie-là? C'est une question qu'il faudra malheureusement poser à Xavier et pas à moi-même, parce que je n'ai jamais joué à Isofarian Guard. Je ne peux que vous relater les critiques généralement très positives à son égard. Il y a quand même le pack building qui va être relativement intéressant et différent de ce que j'ai cru voir par-ci par-là dans une catégorie de jeux d'aventure comme ça. Mais je suis vraiment pas le mieux placé pour en parler. Reste que le matos ça a l'air d'être assez fou. Ça a un petit côté cheap theory games avec les chips de poker assez cool, assez joli. Ouais. J'ai hâte de voir un petit peu dans les commentaires combien de personnes y ont joué parmi ceux qui regardent la vidéo. Et si c'est le cas, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Je sais que Xavier lui adore le jeu et qu'il le ressort assez fréquemment pour évoluer dans son aventure. Sachez également que vous avez Foreteller disponible. Foreteller, c'est donc cette application qui vous propose des narration de jeux en campagne effectués par des doubleurs professionnels, donc vraiment très bonne qualité. Il y a beaucoup de jeux qui se sont octroyés leur service et généralement ça fait vraiment des trucs vraiment du plus bel effet. C'est très immersif, mais il faut parler anglais. Il n'y a pas de VF pour le Foreteller pour l'instant en tout cas. Les niveaux de pledge rapidement, il y en a beaucoup, attention, ça c'est un peu plus chiant en revanche. Veilward, l'extension à elle, c'est à 120 €.
très très cher pour une extension. Si vous prenez en plus de ça le Foreteller, c'est 135. Le Gameplay Bundle pour Veilward, c'est 165, ça vient ajouter un néoprène. Sinon, le jeu de base est également disponible pour une nouvelle impression durant la campagne, 220 balles pour The Isofarian Guard, jeu de base, plus le petit Foreteller, c'est 240, 270 avec la déluxification, 310 pour le base game all-in avec les sleeves en plus. Et puis si vous voulez ensuite du bundle, un jeu de base plus Veilward, c'est 340. Et le all-in de la mort qui tue avec jeu de base, extension, déluxification, sleeve, application, etc. On touche aux 552 $. Le niveau du PIB de l'Ouganda. Ça pique un petit peu le fion avec du tabasco. Mais quand on aime, on compte moins bien. Voilà donc pour ce qui est de The Isofarian Guard avec cette nouvelle campagne. On va directement voir le shipping parce qu'encore une fois j'ai fait un gros aperçu du gameplay, mais vraiment très très rapidement. Il faudrait plus en demander à Xavier pour avoir un peu plus de détails. Peut-être qu'il en postera lui-même dans les commentaires, je ne sais pas, on verra bien. Mais comme il s'agit d'une extension, je ne prends pas trop de temps pour entrer dans le détail sur les règles, le mécanisme, etc. Parce que c'est une extension. Quand c'est une extension, j'estime que beaucoup de gens connaissent déjà à minima de nom le jeu, et si c'est pas le cas, le fait que le jeu soit généralement couvert d'éloges suffit à être intéressant pour que vous vous penchiez sur son sujet. Et comme il n'y a pas de VF, bah, à minima, il faut que vous parliez, ou faut que vous maîtrisiez à minima la compréhension de l'anglais, donc vous pouvez aller checker la page par vous-même, donc vous n'avez pas tellement besoin de moi, quoi, en gros. Shipping, est-ce que je peux vous trouver ça? Voilà, c'est ici. Ok, c'est pas très pratique tout ça. Ouais, pour l'instant, on n'a pas encore les infos, j'ai l'impression, parce que il n'y a pas de chiffres. Il y a ici, we will cross that bridge when we get there, but at the current rates, this would only be about $15 to $20. Mais c'est pour n'importe où ou comment ça se passe? Bah écoutez, je ne sais pas trop. Ah, ici une autre phrase. Shipping for a pledge that includes the full game will be a flat 50 to any location in the world. Ok, donc ça veut dire que c'est 50 $ pour n'importe quelle zone du monde à partir du moment où vous prenez un pledge qui contient le jeu de base, j'ai l'impression. Si c'est ce qu'ils sous-entendent par full game, à moins que ce ne soit un all-in. Bref, 50 $ de frais de port où vous soyez. Au moins, c'est pratique. Il n'y a pas besoin de tergiverser trop longtemps. Voilà donc pour The Isofarian Guard avec l'extension Veilward, c'est ça, 2140 backers, 500 000 $ d'engrangés, 20 jours avant la fin de la campagne, 1h07 d'enregistrement avec 4 desserts, c'est plutôt très court. Je pense que j'ai plutôt bien tenu ma promesse, pas ma promesse, mais mon propre défi personnel. 23h03, est-ce que je fais le montage dans la foulée, auquel cas je me couche juste après, ou est-ce que je me repose et je fais le montage demain pendant la sieste du petit? Je pense que je vais me laisser tenter par la deuxième possibilité, parce que là, je suis un peu claquos. Du coup, merci de m'avoir suivi pour ce menu crowdfunding un peu plus court, un peu moins détaillé qu'à l'accoutumée par manque de temps malheureusement. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur, voilà. Si c'est le cas, bah, je suis désolé, encore une fois, voilà. Gomen nasai, moshia kegozamasen deshita. Que voulez-vous que je vous dise? Je vais pas le dire dans toutes les langues non plus. On se retrouve très prochainement sur la scène des Ludovores, quoi qu'il en soit. Si vous n'êtes pas des abonnés d'ici là, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous quand même. Et laissez un petit like, parce que là, ça fait plaisir. Hein, c'est bon pour l'algorithme. Parce que nous, de par notre situation géographique, on n'a pas accès aux nouveautés boutiques, on n'a pas tellement accès aux éditeurs qui nous envoient des watts, donc notre chaîne progresse finalement assez peu maintenant. Hein, tristesse je suis. Est-ce que vous voyez les larmes qui coulent de mon corps? Non? Bah elles sont intérieures, c'est comme ça. Mais quand même, tristesse. On n'augmente pas beaucoup, c'est comme ça, mais on reste fidèle au poste malgré tout. Allez, profitez bien de votre week-end, de votre journée, de votre soirée ou que sais-je encore. Jouez bien, profitez bien de vous, de votre famille, de votre temps libre, bref, profitez de la vie et à la prochaine.